Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Développer des produits éco-responsables organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Séverine Comte, ingénieure en éco-conception au CETIM. Le webinaire durera 1h30. Il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Parfait, merci. Voilà. Alors, bienvenue à tous à ce webinaire Développer des produits éco-responsables. Et merci à Technique de l'ingénieur pour la présentation. Alors, hop. Voilà. Quelques petites optimisations de la réunion pour couper vos micros, mais ça, je crois que c'est fait automatiquement. Et puis, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions via le chat. Et sinon, à l'issue de la réunion, si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez envoyer un courriel à cette adresse et vous aurez également un lien pour télécharger cette présentation. Donc, je me présente, Séverine Comte, je suis ingénieure en éco-conception au CETIM de Saint-Étienne. J'anime des formations éco-conception, je réalise des accompagnements en entreprise pour aider les entreprises à éco-concevoir leurs produits. Je réalise aussi des analyses de cycle de vie et analyses de cycle de vie simplifiées. Et puis, je travaille aussi beaucoup dans des projets de recherche et développement. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, l'éco-conception. Un petit contexte marché, enjeux industriels. Donc actuellement, la transition énergétique environnementale, c'est vraiment un sujet assez prenant et puis qui existe, qu'on entend de partout. Donc c'est pour vous, notamment, l'occasion de profiter de cette présentation pour faire un peu un point sur ces solutions et faire entrer votre entreprise éventuellement dans l'ère de l'économie circulaire avec des accompagnements ou en tout cas commencer à comprendre les méthodes qui existent et les outils que vous pourriez mettre en place aussi dans vos entreprises. Les enjeux sont bien entendu déterminants puisque l'objectif c'est d'anticiper et de répondre à une réglementation qui est toujours plus contraignante, de répondre aux attentes des clients et des marchés puisque on le voit, hein, ça devient de plus en plus une demande extérieure, et puis évidemment d'innover, de se différencier sur vos produits. On va aborder plusieurs points clés. D'abord, on commencera par les grands enjeux environnementaux pour un peu parler de manière générale. Puis on détaillera un peu plus les enjeux spécifiques pour les entreprises de la mécanique. Ensuite, on abordera vraiment l'éco-conception avec des notions fondamentales et puis les principes de l'éco-conception. On pourra aussi détailler les méthodes et outils d'éco-conception qu'on utilise nous au CETIM pour accompagner les entreprises. Et enfin, on terminera par des exemples industriels de produits éco-conçus parce que c'est toujours bien de voir ça à l'œuvre. Donc pour commencer, les grands enjeux environnementaux. Donc c'est vraiment une préoccupation sociétale puisqu'il y a évidemment plein de problèmes liés à la dégradation de l'environnement. On voit notamment avec ce graphique que les préoccupations principales proviennent du réchauffement de la planète avec l'effet de serre, la pollution de l'air, la disparition de certaines espèces végétales et animales. On va retrouver aussi la pollution de l'eau, etc. Donc c'est vraiment un sujet, une préoccupation globale qui donc voilà, nous prouve que vraiment là ça commence à être au cœur de nos vies. Pour aborder cette thématique, donc on a un premier enjeu environnemental qui est l'épuisement des ressources renouvelables. Donc l'épuisement des ressources renouvelables, on entend par renouvelable toutes les ressources qui en fait ont la capacité de se renouveler sur Terre à l'échelle de vie humaine, assez rapide donc par rapport à la vie de la Terre. Et donc, on a cet indicateur, en tout cas ce nombre de terres nécessaires si la population mondiale vivait comme les habitants. Donc, on a une différente liste. Et donc ceux qui gagnent la palme pour l'instant, donc ce sont les États-Unis qui, si on vivait tous comme les États-Unis, comme les gens des États-Unis, on aurait donc besoin de 5 terres pour avoir les ressources nécessaires. On voit que la France, elle, aurait besoin plutôt de 2,7 terres, alors que d'autres pays comme l'Inde sont en dessous de la terre de référence. Donc, dans le monde entier, on est à 1,75 de consommation de ressources renouvelables, disons.
Et donc, grâce à ces indicateurs, on a quelque chose qui est existant depuis quelques années, dont on entend assez parler, le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est vraiment le jour à partir duquel on a consommé toutes les ressources naturelles renouvelables de la Terre sur une année. Donc, en 1970, on considère qu'il était voilà, le jour du dépassement était au 29 décembre, donc on avait un jour de retard, si je peux dire ça comme ça. Et puis, ça a continué de régresser, donc c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus. En 2019, il était au 26 juillet. En 2020, au 22 août, ce qui est assez intéressant, puisque bon, malgré la crise sanitaire, a fait qu'en tout cas, ce jour-là a reculé un peu. Et puis cette année, donc voilà, on a redépassé, ce jour du 22 août. Donc voilà, on voit un petit pic qui est assez représentatif. Donc, par rapport à l'épuisement de ces ressources et aux enjeux environnementaux, on a le changement climatique. Donc là, on a un graphique qui provient de Météo France. Donc, ça correspond au printemps en France de 1900 à 2020. Et c'est l'écart à la normale de température moyenne. Et on voit bien que, bon, là, de manière générale, hein, voilà, les températures augmentent, c'est indéniable, c'est là, on le sait, on le voit. Donc voilà, c'est intéressant de voir ces relevés-là. Et au niveau donc de la pollution de l'air, hein, qui est un des enjeux sociétaux principaux, on voit également que voilà, la pollution de l'air, elle est meurtrière, hein, malheureusement. C'est pas pour miner le moral, mais c'est un fait. Et donc voilà, on peut voir là où la pollution de l'air tue le plus en Europe, en Allemagne, en Italie. On n'est pas si loin. donc voilà, il faut avoir ça en compte aussi pour voir que ça nous touche déjà et que c'est déjà en action. On peut aborder aussi maintenant donc la notion de développement durable. Le développement durable, c'est l'idée qui est que les générations actuelles, donc nous, on puisse vivre et survivre en tout cas, et surtout subvenir à nos besoins sans compromettre les générations futures de faire de même. Et donc pour répondre à cet enjeu de développement durable, on a 3 dimensions qui sont principales, enfin en tout cas qui sont en action, c'est la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Et donc le développement durable est vraiment au centre de ces trois piliers pour être à la fois équitable, donc entre le social et l'économie, être viable, notamment au niveau de nos modes de production et de consommation, et vivable. Donc là, ça concerne plutôt la partie santé et environnement. Et une fois qu'on a regroupé tout ça, on arrive à créer quelque chose de durable. Pour répondre à tous ces enjeux environnementaux, les politiques mettent en place, comme on voit assez régulièrement, des choses, notamment des accords internationaux pour répondre vraiment à ces enjeux particuliers. Donc là, par exemple, j'ai mis l'exemple de l'air ou des substances dangereuses. On voit donc que depuis 1979, pour l'air, on a différents protocoles, différentes conventions qui se mettent en place, notamment les accords de Paris en 2015, ainsi que pour les substances dangereuses. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place et ça, on pourrait lister en tout cas chacun des grands enjeux environnementaux qui répondent un peu à tous ces accords-là. Et donc, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en 2015, a mis en place 17 objectifs sur des sujets sociétaux et environnementaux, comme ils disent, qui ont pour but de sauver le monde. Donc, ces 17 objectifs sont vraiment sur des sujets très divers et variés, mais qui touchent un peu à l'ensemble de notre vie. Hein. Donc, ça peut être la pauvreté, la faim, l'éducation, l'égalité des sexes, les inégalités, etc. Et celle qui va nous concerner principalement, en tout cas dans le cadre de cette web découverte, c'est le numéro 12, consommation et production responsable. Cette partie-là, en tout cas, je voulais résumer rapidement, mais je peux énumérer déjà quelque chose. Donc, d'ici à 2030, donc, ce serait parvenir à une gestion durable et rationnelle des ressources naturelles, de gérer écologiquement les produits chimiques et tous les déchets au long de leur cycle de vie complet, de pouvoir aussi réduire la production de déchets en faisant de la prévention, de la réduction, du recyclage et de la réutilisation, et d'encourager les entreprises à adopter des pratiques viables et bien sûr promouvoir des pratiques durables dans le cadre de tout plein de marchés qui existent déjà.
Et donc, pour mettre en place ces objectifs-là, on a le pacte vert européen, donc the European Green Deal, qui s'est mis en place dans l'Union européenne en 2019 et qui, lui, a pour but de vraiment mettre en place des actions de plus en plus concrètes pour répondre à ces défis qui peuvent être renforcer l'ambition climatique de l'Union européenne pour 2000, en tout cas à 2 échelles, donc 2030 et puis 2050. Et puis voilà, ça peut toucher les domaines de la construction, de la rénovation, de préserver les écosystèmes, la biodiversité. Et voilà, donc il y a plein de sujets qui sont abordés. Et pour mettre donc ça en place, on a une première chose en tout cas qu'on peut citer, c'est le paquet énergie-climat de l'Union européenne, qui avait pour but, donc jusqu'à 2020, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport au niveau de 90, que la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen soit de 20% également, et puis de réaliser des économies d'énergie à l'ordre de l'ordre de 20%. Donc ces 3 objectifs ont été atteints. Et les objectifs de 2030 sont d'autant plus du coup importants, jusqu'aux objectifs de 2050 qui sont la neutralité carbone, il me semble que c'est ça, oui. Et donc, il y a également aussi des plans d'action économie circulaire qui sont mis en place, qui sont liés, mais qui permettent de distinguer un peu les choses, qui ont pour but de mobiliser l'industrie pour une économie propre et circulaire, en faisant en sorte que les produits durables deviennent la norme dans l'Union européenne. Donc, il y a vraiment des choses qui sont sous-jacentes, en tout cas en préparation pour qu'on n'ait plus vraiment le choix. De donner aux consommateurs les moyens de choisir, donc en proposant différentes opportunités. Et puis du coup, c'est ça qui va aussi guider les industriels à faire évoluer leurs produits et à innover. De mettre l'accent sur les secteurs utilisant le plus de ressources et dont le potentiel de contribution à l'économie circulaire est élevé, donc c'est-à-dire vraiment se focaliser sur, par exemple, les producteurs de matériel électronique, des emballages, de matières plastiques, etc., puisque les enjeux se situent aussi au niveau de ces matières-là, et de garantir moins de déchets. La France, donc aussi, pour répondre à tous ces enjeux, a mis en place la feuille de route de l'économie circulaire, donc la FREC, qui décrit 50 mesures pour mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets, mobiliser tous les acteurs. Ce guide, cette feuille de route, elle est assez claire et détaillée, donc c'est vraiment à la portée de tous et je vous conseille de la lire parce qu'il y a des bonnes idées dedans qui s'y trouvent. Voilà. Et donc les gros objectifs de cette feuille de route, c'est de réduire la consommation de ressources liées à la consommation française de 30% d'ici à 2030, de réduire de 50% la quantité de déchets non dangereux mis dans les décharges, de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025, et puis voilà, de réduire les émissions à gaz à effet de serre et bien sûr créer des emplois qui correspondent aussi aux métiers nouveaux qui sont en train de se créer pour répondre à tous ces enjeux-là. On peut aborder aussi la loi relative plutôt à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc, c'est toujours dans le cadre de la FREC. Mais c'est des choses un peu plus concrètes qui vont peut-être vous parler d'autant plus. C'est-à-dire donc d'appliquer un indice de réparabilité et tendre vers un indice de durabilité, notamment des produits. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont soit déjà parues, soit encore en cours de travaux. De favoriser la réparation et l'utilisation des pièces détachées, d'étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant bien sûr de nouvelles filières et d'encourager les produits plus respectueux de l'environnement avec des systèmes de bonus-malus pour ceux qui ne respecteraient pas ou alors au contraire qui font beaucoup d'efforts. Donc c'est vraiment d'encourager ces initiatives-là. Et l'éco-conception, dans tout ça, se trouve en fait, c'est un des piliers de l'économie circulaire, donc il y a 7 piliers, dans 3 domaines d'action qui sont répartis. Donc il y a la première qui est la gestion des déchets, l'offre des acteurs économiques, donc, dont l'éco-conception fait partie, notamment pour les produits et les procédés. Et puis les demandes et comportements des consommateurs, donc ça va plus jouer sur l'allongement de la durée d'usage avec le réemploi, la réparation, etc. Et puis une consommation plus responsable en faisant attention à nos achats, en faisant de la consommation collaborative ou en prenant garde à notre utilisation du produit pour justement la réduire. Donc l'éco-conception, elle, va vraiment jouer en tout cas dans la partie industrie, sur les produits et procédés qu'on met en place, réfléchir à tout ça, mais sur l'ensemble du cycle de vie. Donc c'est-à-dire que ça peut aussi toucher
au comportement des utilisateurs. Si on voit que c'est quelque chose qui est primordial pour l'entreprise, on va pouvoir jouer là-dedans. Et puis également dans la partie recyclage déchets, puisqu'on regarde les produits sur tout leur cycle de vie. Mais je vais détailler ça un peu plus juste après. Donc pour cette première partie, on a vu un peu les choses de manière globale pour voilà, poser un peu le cadre que vous connaissez quand même sans doute déjà bien. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu plus pour les entreprises mécaniciennes, quels sont les enjeux. Donc, on a à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour tout plein de, enfin en fait pour tout le monde, hein, les enjeux sont présents. Pour l'entreprise et ses produits, on va avoir justement des discussions autour de la valeur, des valeurs de l'entreprise, éventuellement les mettre en avant, des nouveaux modèles économiques et puis travailler sur l'image de l'entreprise hein, quand on met en place une démarche d'éco-conception. Les instances, elles, touchent à l'éco-conception de par le fait, donc là actuellement on entend beaucoup parler de décarbonation, d'affichage environnemental, des choses comme ça. Les clients utilisateurs, eux, recherchent de plus en plus des produits économes en énergie avec soit de nouvelles fonctionnalités, bon ça c'est à peu près tout le temps, mais aussi des produits innovants, donc qui peuvent répondre vraiment à leurs demandes. Le marché et les marchés publics, eux, vont mettre en place des notes éco-conception, par exemple, ou des déclarations environnementales. Ensuite, plus particulièrement les ressources, donc les ressources de la Terre, hein, mais donc les terres rares, l'énergie, etc. Donc ça, c'est des enjeux en tout cas qui sont existants. Et puis au niveau surtout de la concurrence, ça va être de se différencier de la concurrence qui pourrait avoir des produits à bas coût, mais voilà, au niveau de l'innovation et puis surtout de l'impact environnemental global de nos produits. Donc si on détaille un peu plus les enjeux sur les matières premières, j'aime bien ce graphique qui explique un peu, enfin qui est assez parlant je trouve, donc qui vient de l'ADEME. Donc à consommation constante sur l'axe des abscisses, par rapport à l'année 2016, si on prend un exemple, donc le lithium qui se trouve ici, on voit qu'à consommation constante, sa durée estimée de réserve est à 400 ans. Voilà. Mais si on regarde par rapport à cet axe-là, donc attention c'est en échelle logarithmique, à consommation, donc évoluant avec le taux de croissance entre 2020 et 2016, on voit que dans ce cas-là, donc c'est plus 400 ans, mais c'est en fait 50 ans. Donc c'est assez parlant parce que voilà, plus notre consommation évolue, plus on consomme, forcément, hein, plus les ressources se raréfient. Et on voit que là, voilà, on a plein de ressources qui vont être vraiment critiques dans pas si longtemps, hein, notamment le plomb, l'argent, le zinc, voilà, oui, voilà, c'est proche. C'est proche et c'est à prendre en compte, en tout cas, dans votre production, dans vos approvisionnements, etc. Il y a une liste qui existe, qui est mise à jour tous les 3 ans, une liste européenne des matières premières critiques. Donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, mais voilà, pour voir un peu le risque d'approvisionnement par rapport à ça. Donc, comme je disais, la conséquence pour les entreprises, c'est qu'elle doit maîtriser ses risques vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement, d'anticiper les éventuelles fluctuations de coûts hein, qu'on voit déjà en ce moment, et puis de trouver forcément des solutions alternatives pour ces matériaux critiques, voilà, trouver des moyens de substitution. Donc c'est bien d'être un peu en avance de phase. Donc là, on a parlé des ressources. Maintenant, on peut parler un peu de la performance énergétique du produit et notamment la consommation d'énergie en phase d'utilisation. Qui est un critère de sélection pour le client et puis qui peut être aussi un facteur de différenciation. Ce petit graphique est aussi intéressant puisque vous voyez là en 2004, donc là c'est tout ce qui est la répartition des ventes selon la classe énergie. Donc on avait du A+++ jusqu'à la catégorie C. Et donc la meilleure catégorie, enfin non, qui était même la A+, en 2004, elle tenait 5% de la répartition des ventes. Et on voit qu'au cours donc, de ces 11 années, donc en 2015, toute cette petite catégorie qui était à 5% se trouvait déjà en 2015 à 68%. Donc on voit vraiment un mieux et une évolution vers déjà la classe énergie qui évolue. Notamment là, ces indicateurs maintenant ont été changés puisque bon, on ne peut pas aller jusqu'à plus, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, ça montre quand même une évolution dans le bon sens. Après avoir parlé donc de la partie performance énergétique, on a des enjeux également sur les déchets. L'objectif, c'est de maîtriser la production de déchets toujours et de prioriser les solutions, donc les solutions de gestion des déchets.
Donc le premier objectif, ça va être d'éviter le déchet en faisant de la prévention, de la réutilisation. Quand on ne peut pas ou qu'on n'a pas les solutions, ensuite ça va être de la valorisation, donc le recyclage ou la valorisation énergétique. Et en dernier recours, c'est l'élimination, donc avec l'incinération et la décharge. Comme on l'entend partout, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, qui n'existe pas. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de prioriser les actions, de se poser les bonnes questions et se dire, bon, bah, peut-être d'abord, comment on peut mettre de la prévention sur ces actions-là, ou alors comment on peut réutiliser le produit sans le recycler. Après, bon, bah voilà, recyclage, etc. Donc après avoir vu les enjeux vraiment sur différentes sources, donc les matières premières, l'énergie et les déchets, on peut regarder un peu les enjeux réglementaires. Je ne vais pas vous lire toute la slide, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, sur l'ensemble du cycle de vie du produit, donc qui commence par les matières premières, substances, puis les transports, la production, ça peut être la communication aussi sur ce produit, l'utilisation, la fin de vie. Il y a des décrets, des directives, des règlements qui s'appliquent directement donc à ces phases du cycle de vie. Et l'objectif, voilà, cette diapo n'est pas exhaustive, vous n'avez pas forcément tout qui existe, mais ça donne déjà un bon tour d'horizon. Donc, il est intéressant de voir pour vous si, voilà, de faire un petit tour d'horizon de chacune de ces directives, règlements, etc. Voir si vous pourriez être concerné ou non, voir qu'est-ce qui peut vous aider dans ces papiers-là ou pas. Voilà, c'est un bon début, disons. Mais il y en a d'autres qui existent pour des domaines très particuliers. Donc, on va avoir bien sûr des conséquences pour les entreprises avec les enjeux réglementaires, notamment des interdictions de substances. Donc là, il faut vraiment trouver des solutions de substitution. Là, j'ai en tête l'interdiction du chrome 6 qui est déjà interdit, mais il y a des exemptions pour certains cas. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler dur pour se trouver des solutions. D'avoir des obligations en matière d'efficacité énergétique, donc pour réduire la consommation du produit, notamment en phase d'utilisation, et aussi des obligations de durabilité en assurant à la fois la réparabilité et puis garantir la disponibilité des pièces de rechange. Et pour finir, on a la responsabilité élargie du producteur, donc toutes les filières REP, qui existent pour certaines filières, donc qui permettent de concevoir son produit en pensant vraiment à la fin de vie et d'assurer sa recyclabilité. Donc, on a différents secteurs, j'en passais 2 ou 3 rapidement, mais on a le secteur de la construction. Donc, dans ce secteur-là, il faut vraiment garantir la performance environnementale de son produit pour répondre aux exigences au niveau du bâtiment complet. Donc, le produit, bien sûr, va avoir un impact environnemental qui va se reproduire sur l'impact environnemental global du bâtiment. Et donc, on a différents outils pour justifier l'impact environnemental de nos produits, notamment les FDES, dont vous avez probablement déjà entendu parler si ça vous concerne, ou encore les PEP Eco-Passport pour les produits de génie électrique et génie climatique. Donc voilà, c'est des choses qui sont nécessaires pour intégrer ces produits-là dans les bâtiments, puisqu'il y a différents labels, etc., pour répondre aux performances environnementales. Au niveau, par exemple, des marchés publics et hospitaliers, on a l'introduction de critères environnementaux pour la sélection des différentes entreprises. Donc, c'est un critère de différenciation vraiment pour vous. Et puis, c'est une nécessité pour les entreprises de pouvoir démontrer des actions mises en œuvre, puisque c'est vraiment demandé. Donc, l'objectif, c'est de prouver que vous mettez en place des démarches, que voilà, vous faites de votre mieux, en tout cas là-dedans. Et ensuite, donc, on a des enjeux d'image. Donc notamment autour de la communication environnementale, communiquer sur ces produits potentiellement éco-conçus. Mais il faut pouvoir maîtriser cette communication-là, puisque en effet, vous voyez, ce petit bonhomme est complètement perdu à côté de tous ces labels qui pourraient exister. Donc, il faut trouver ceux qui correspondent vraiment à vos produits, ceux que vous arrivez vraiment à respecter. Et puis surtout, savoir choisir le bon mode de communication qui est adapté à votre entreprise, selon si vous êtes en B2B ou B2C. Et puis, vérifier, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous et le plus faisable. C'est soit de correspondre à des labels, réaliser des éco-profits ou faire de l'autodéclaration sur ce que vous mettez en place dans votre entreprise. Et ce qui est très important, c'est vraiment de connaître les référentiels et le cadre normatif pour faire, par exemple, des déclarations environnementales produits, et aussi pour éviter les abus marketing tels que le greenwashing, parce qu'on a vraiment des choses qui encadrent vraiment la communication environnementale, notamment l'utilisation de certains termes et tout ça, qui sont vraiment encadrés pour ne pas faire n'importe quoi et éviter les abus.
Donc, l'éco-conception, c'est une démarche qui est vraiment préventive. Si on la met en parallèle à la détermination du coût du produit, on voit qu'en fait, la détermination de l'impact environnemental se fait à 75% au niveau de la phase de spécification dans le processus de conception. Donc, c'est vraiment important de le faire dès le début pour avoir le plus de marge de manœuvre, hein, puisqu'on voit que le potentiel de réduction de l'impact économique environnemental vraiment décroît assez rapidement tout au long de la phase de développement du produit. Donc, commencer les démarches dès le début, c'est primordial, surtout pour savoir dans quelle direction on veut aller pour amener tout le monde dans ce sens-là. Donc, l'éco-conception, elle permet aussi de réduire les coûts, parfois, souvent, ça dépend, avec la pensée cycle de vie, puisque c'est une vision globale, donc c'est une nouvelle façon d'appréhender un peu le produit ou le service en question, et ça permet aussi de combiner les approches, en faisant mieux avec moins, hein, notamment quand on réduit, je sais pas, l'apport de matières premières, bah, ça va coûter moins cher, logiquement. Après, ça dépend par quoi on remplace, etc. Mais souvent, mais en tout cas, je l'ai vu souvent dans les accompagnements, qu'il y a aussi une réduction de coûts. Et donc, tous les bénéfices d'une démarche d'éco-conception, donc vous voyez si on a plutôt une attitude défensive ou offensive, on va avoir d'abord la gestion des risques, donc il faut faire attention aux risques d'image, la fidélisation des clients et la réglementation, hein, ça c'est des choses à prendre en compte. Au niveau des coûts, donc c'est toujours la maîtrise des coûts et sécuriser l'approvisionnement, comme je le disais tout à l'heure par exemple par rapport aux terres rares. Au niveau des équipes, ça permet de fédérer en interne, hein, parce que l'éco-conception permet vraiment de rassembler les gens autour de la table et puis d'engager des discussions. Moi, je vois toujours des choses très intéressantes. C'est justement, les gens sont contents de se retrouver, de pouvoir parler des sujets comme ça, puis d'aborder justement les sujets avec les différents points de vue de tout le monde. Ça permet du coup de stimuler l'innovation. Et au niveau des ventes, hein, ça change l'image et la réputation de la marque, la différenciation, et ça permet aussi des fois d'atteindre de nouveaux marchés. Donc maintenant, je vais pouvoir aborder l'éco-conception, un peu donc des notions fondamentales et les principes pour que justement on parle un peu tous le même langage. Donc la définition de l'éco-conception. L'éco-conception, elle doit permettre de, à la fois donc réduire les impacts négatifs du produit sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. On ne se focalise pas sur une partie, mais vraiment sur l'ensemble. Et ne pas dégrader les performances du produit. C'est-à-dire qu'on ne revient pas forcément en arrière, sauf si c'est une demande spécifique. Mais l'objectif, voilà, c'est de garder à performance égale les mêmes performances et surtout de rajouter cette notion d'environnement. Donc, c'est une notion relative. Donc, comme je le disais, à service rendu identique, un produit éco-conçu est source de moins d'impact sur l'environnement que d'autres produits similaires. Donc, dans le processus de conception classique, on fait attention à la qualité, au coût et aux performances. L'éco-conception, c'est la même chose, sauf qu'on ajoute la partie de l'environnement. Et donc, on a ce mot, l'éco-efficacité, qui permet de à la fois augmenter la satisfaction des besoins tout en réduisant les impacts environnementaux de ce produit. Encore une fois, tout au long de son cycle de vie. Donc, l'éco-conception, c'est vraiment une démarche qui est multi-étapes, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, je le refais. Donc, d'abord, les matières premières, la fabrication, le transport qui intervient un peu partout entre toutes ces phases-là, la partie d'utilisation et la partie de fin de vie. Et puis, donc là, si on fait de la valorisation matière, on va pouvoir réinjecter la matière ici. Sinon, bah voilà, la matière sort du cycle et donc on a soit une valorisation énergétique, soit de l'enfouissement. Donc, ce qui est primordial, c'est vraiment de prendre en compte chacune de ces phases du cycle de vie pour ne pas en améliorer une et du coup en dégrader une autre. Et donc, après être multi-étapes, on est aussi multi-critères. Et ça, je vais vous détailler un peu pourquoi et comment. Donc, l'objectif, ça va être aussi de calculer, surtout de comptabiliser, de faire un peu une liste de tous les flux qui sont entrants. Donc, ça peut être à la fois les matières premières et les consommables, ou les énergies, donc électricité, gaz, fuel, etc. Donc, de comptabiliser donc, tous les entrants et tous les sortants. Donc, les sortants, ça va être vraiment les émissions dans l'air, l'eau, le sol et les déchets. Et tous ces flux-là vont nous donner des impacts environnementaux. Donc, des impacts environnementaux, il va y en avoir plusieurs, notamment l'épuisement des ressources,
le réchauffement climatique et puis la destruction de la couche d'ozone. Il y en a plein d'autres, mais ça, disons que c'est les trois principaux, et notamment donc le réchauffement climatique qui est la plupart du temps exprimé en kilogrammes équivalent CO2. Donc c'est le critère CO2 là dont on entend parler partout. Donc voilà, on va avoir tous ces flux-là qui vont être comptabilisés et qui vont permettre d'avoir une vue un peu globale. Et donc le but, c'est d'éviter, comme je le disais, les transferts d'impact d'une étape vers une autre. Donc là, vous voyez qu'on a toutes les étapes du cycle de vie, matières premières, fabrication, etc. Et donc là, ce sont les impacts. Alors, bon, je vous montrerai autre chose après. Et donc, si par exemple, on réduit les impacts de la phase d'utilisation en diminuant la consommation énergétique d'un moteur, par exemple, donc si notre produit c'est le moteur, il faut vraiment regarder tout l'ensemble du cycle de vie, puisque si on regarde que l'utilisation, on voit que ça diminue, on est content. Mais si par exemple, le fait de diminuer ça, on change, je sais pas, on change d'une matière et en fait ça fait qu'on utilise plus de matières premières et que la phase de fabrication, les impacts augmentent énormément, ça s'appelle du transfert d'impact et c'est pas l'objectif, ou en tout cas, il faut pouvoir peser le pour et le contre et être conscient déjà de ce qui se passe. Donc là, par exemple, on a un exemple qui est assez intéressant. Donc là, on est juste sur la phase d'utilisation, en regardant juste le critère CO2 en kilogrammes équivalent. Donc vous voyez sur les technologies utilisées des sources d'énergie, éolien, solaire, hydraulique, nucléaire, charbon, gaz naturel, fuel. Donc là, on voit les impacts, mais si on regarde donc que la phase d'utilisation, on se dit « Ah, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, c'est vraiment génial, et même le nucléaire, ça pollue pas ». Alors que si on regarde sur l'ensemble du cycle de vie, donc vraiment complet, en comptant les déchets, les matières premières, etc., là, en tout cas, on est conscient de plus de choses. On va vraiment voir l'ensemble du tableau et on ne va pas juste avoir des œillères et en voir qu'une seule partie. Donc voilà, le cycle de vie complet, c'est vraiment important et c'est la notion première. Donc voilà, comme je l'ai dit, alors voilà, ce que je voulais vous détailler un peu plus, c'est qu'on a donc les impacts et ces impacts sont définis selon des catégories. Donc, comme je vous le disais, on a le changement climatique, l'ozone, on peut avoir l'acidification des eaux, l'eutrophisation, les déchets dangereux, il en existe plein d'autres, mais voilà, on en sélectionne déjà certains. Et c'est la même chose, l'objectif, c'est aussi d'éviter les transferts d'impact d'une de ces catégories vers une autre. Un exemple qui est assez parlant, c'est donc je crois que c'est pour des voitures, un exemple de pièces en PP chargées en fibres donc soit de verre ici, soit de chanvre. Je crois que c'était pour des rétroviseurs. Et donc l'ACV global donne ces résultats-là, donc en rouge avec la fibre de verre, en jaune avec le chanvre. On a donc les indicateurs assez communs, réchauffement climatique, consommation de ressources non renouvelables, acidification de l'air, etc. Et on a ici l'occupation des sols, critère à prendre en compte notamment quand on cultive quelque chose. Et là, le chanvre va être cultivé. Donc quand on a ce résultat global, ça peut être difficile de prendre une décision parce qu'on voit que vraiment on a un transfert d'impact qui est vraiment visible. Et donc, l'objectif, c'est surtout de prendre des décisions en connaissance de cause. Ça va être au jugé des décideurs, de voir voilà, qu'est-ce qu'il vaut mieux prioriser, surtout par rapport à son territoire. Donc là, par exemple, l'occupation des sols, on voit qu'au global, c'est quand même plus intéressant d'utiliser le chanvre. Enfin, on a une réduction quand même assez importante. À condition que l'occupation des sols vraiment soit pas si néfaste, ou en tout cas parce que forcément elle l'est plus que pour la fibre de verre, mais ça va être par exemple de cultiver en local, en faisant attention à ses consommations, etc. En tout cas, il faudra y apporter vraiment une attention particulière. Donc je ne sais plus ce qui avait été décidé pour ce produit, je ne sais même pas si j'ai l'info, mais voilà, en tout cas c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut avoir la photo globale pour faire des choix en conscience. Donc, après avoir détaillé toute cette partie un peu éco-conception, qu'est-ce que c'est, etc., je vais pouvoir vous parler maintenant des méthodes et des outils d'éco-conception que nous, on utilise tous les jours au CETI, mais bon, qui existent aussi de manière globale. Donc, une démarche d'éco-conception, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'identifier les enjeux pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment une analyse stratégique. Voir pourquoi on le fait, comment, quelle est la demande, etc. Voir si la direction nous pousse dans la direction de l'entreprise nous pousse dans cette direction-là ou pas.
Et donc, pour ensuite entamer la démarche, il faut identifier les problématiques environnementales et évaluer un produit de référence. On va dire notre produit A, on va l'évaluer d'un point de vue environnemental, voir ce qu'il vaut, en tout cas, quel est son impact. Puis, une fois qu'on sait un peu, qu'on connaît ces impacts-là, on va rechercher des pistes d'amélioration. Donc voilà, avoir de nouvelles idées. Hiérarchiser les priorités en fonction, encore une fois, des possibilités techniques, des coûts, etc. Et puis, reconcevoir le produit en contrôlant les améliorations. Donc là, on reconçoit un produit B. Et puis, à l'issue de cette reconception, on va vraiment pouvoir faire un bilan en comparant le produit A et le produit B et se dire, bah voilà, quels sont les gains, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc., pour pouvoir communiquer ensuite sur cette démarche. Donc, je vais vous redétailler quand même pas mal un peu cette démarche-là pour que vous l'ayez soit bien en tête, soit que vous puissiez me poser des questions qui sont importantes pour vous. Donc, il faut identifier les enjeux de l'entreprise. Pour ça, on a des outils qui sont la veille réglementaire, l'analyse des attentes clients-marché, toujours d'un point de vue éco-conception, en tout cas impact environnementaux. Quand on identifie les problématiques environnementales et qu'on évalue le produit de référence, là, on a plusieurs outils. On a premièrement, il y a des checklists qui existent, des listes donc de substances soit dangereuses, soit critiques, comme je vous le disais tout à l'heure. On a des matrices écologiques qui peuvent exister aussi. Et puis, on a deux outils qui sont, comment dire, ceux qui sont les plus chiffrés, et en tout cas qui sont en tout cas vraiment reconnus, hein, c'est l'analyse de cycle de vie, donc l'ACV ou l'ACV simplifié, qui sont deux choses un peu différentes, mais que je vous détaillerai après. Et puis voilà, les empreintes environnementales, etc. Pour la partie de recherche des pistes d'amélioration, là on va avoir différentes lignes directrices qui peuvent exister selon les secteurs, des guides, certaines méthodes de créativité type brainstorming, voilà, pour faire émerger de nouvelles idées. Et puis il y a de la veille technologique, bien entendu. Pour hiérarchiser les priorités, donc là, c'est vraiment des méthodes de choix multicritères pour arriver, en fonction de votre entreprise, de vos besoins, etc., d'arriver à dire, bah voilà, on préfère faire ça d'abord parce que soit ça va nous rapporter plus, mais rapporter plus d'un point de vue environnemental, économique, d'image, etc. Quand on reconçoit le produit, là, on a des bases de données, matériaux, procédés qui existent, je vous en parlerai aussi, et puis différents outils de conception. Et pour la communication, on a des normes pour l'affichage environnemental et puis ensuite, on a des choses qui existent. En tout cas, c'est important de se renseigner sur les différents labels, les autodéclarations, les éco-profits, etc. Donc, je vous disais que j'allais vous détailler un peu plus la partie analyse de cycle de vie, puisque moi, c'est un outil que j'utilise assez régulièrement, notamment l'analyse de cycle de vie simplifiée. Donc, c'est une méthode de référence qui permet de réaliser une évaluation environnementale en fonction de tout le cycle de vie du produit. Donc, ça va nous donner un peu des résultats de ce genre lorsqu'on compare un produit A, que je vous disais, à un produit B, pour voir le gain qu'on peut avoir sur l'ensemble des indicateurs d'impact qu'on aura choisi pour l'étude et sur l'ensemble du cycle de vie. Donc là, c'est pas très gros, mais je vous montrerai d'autres graphiques plus tard. Mais donc là, la partie bleue, par exemple, c'est les matières premières, et puis la partie violette, c'est l'utilisation. Donc on voit aussi l'impact de chaque phase dans vraiment chaque indicateur. Donc l'ACV, l'ACV complète, qui suit les normes 14040, 14044, elle est plutôt mise en œuvre par des experts. Les résultats sont communicables dans le cadre de référentiels, puisqu'en fait, on va vraiment réaliser donc une analyse de cycle de vie complète. Donc on va comptabiliser tous les flux, donc toute la matière première entrante, etc. La phase d'utilisation, on va déterminer vraiment des unités fonctionnelles pour cadrer vraiment notre produit, son utilisation. Donc ça, c'est une méthode qui est très intéressante, mais qui est vraiment chronophage et fastidieuse. Enfin, surtout la récolte de données est toujours plus ou moins, enfin, je ne peux pas dire problématique, mais en tout cas est complexe parce que des fois, il faut aller chercher très loin, savoir la provenance de tel acier qu'on utilise ici, nos vis d'où elles viennent, quel trajet elles ont parcouru, etc. Donc c'est lourd, mais ça donne des résultats vraiment factuels. Et souvent, en tout cas, on peut faire dans ce cadre-là faire des vérifications par tierce partie. Donc quelqu'un réalise la CV et puis quelqu'un d'autre d'une autre société vient vérifier ces calculs-là pour être sûr que voilà, les meilleures hypothèses ont été prises, qu'il n'y a pas d'erreur de calcul, etc. Donc ça permet vraiment de cadrer et puis après d'avoir du poids.
Et on a un outil donc, qui découle de ces ACV, de ces ACV complètes, de ces normes, des outils d'ACV simplifiés qui sont du coup plus faciles d'accès. Souvent, les outils sont plus ergonomiques. Ça dépend des outils qu'on utilise, mais en tout cas, on peut plus facilement les utiliser sans avoir de grosses formations spécifiques, etc. Et l'ACV simplifié, ça a vraiment pour but d'orienter les choix de conception du produit. Donc, je m'explique. On va en fait dans ces ACV simplifiés vraiment, alors on va pouvoir réaliser des hypothèses, faire des simplifications justement au niveau de l'analyse de cycle de vie, mais en rentrant dans un détail nécessaire et suffisant pour orienter les choix de conception. Donc par exemple, voir, donc si on a un premier graphique qui ressemble à ça, de nous dire, voilà, apparemment, la phase de matière première, elle est impactante, la phase d'utilisation aussi. Par rapport aux hypothèses qu'on peut faire lorsqu'on fait l'ACV simplifié, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'on peut peut-être creuser un peu plus? Si par exemple, j'avais des clients la dernière fois, c'était leur phase de fabrication qui était un peu plus impactante, sachant qu'on avait fait des hypothèses, ou en tout cas qu'on n'était pas rentré dans certains niveaux de détail, étant donné que ça ressortait pas mal, on s'est dit, bon, bah, on va les creuser un peu plus, regarder de manière un peu plus détaillée pour voir d'où viennent ces impacts lors de la phase de fabrication et pour avoir vraiment des données chiffrées, surtout si c'est très impactant, bah, voilà, comment on peut améliorer ça. Donc, pour améliorer quelque chose, il faut savoir de quoi on part. Donc voilà, l'objectif c'est de le faire de manière simplifiée dans le sens où voilà, ça sera moins complexe, ça sera plus accessible et ça permettra de donner déjà des bonnes bases pour orienter les choix de conception. Donc pour réaliser ces évaluations environnementales, ACV ou ACV simplifiées, on a différentes choses qui existent. On peut avoir des choses mono-étapes, donc par exemple l'évaluation sur une seule étape du cycle de vie. Dans des cadres très particuliers, ça peut être intéressant de faire ça et seulement ça parce que peut-être juste cette partie-là vous concerne. Donc voilà, une seule étape. Monocritère, donc on prend en compte un seul impact environnemental. Par exemple, c'est le cas dans le cadre du bilan carbone où on prend en compte que l'impact CO2. Donc là, un seul critère. Et donc, les outils qui sont multi-étapes et multi-critères sont vraiment les ACV simplifiés et les ACV complètes, enfin complètes selon les normes 14040 et 44. Donc vous avez les ACV simplifiés qui vont être justement, on va peut-être prendre en compte, alors moins d'étapes non, souvent c'est les mêmes, enfin c'est autant d'étapes, mais surtout sur moins de critères et puis peut-être avec moins de précision à certains moments. L'ACV 14040 voilà, va vraiment tout prendre en compte. C'est pareil, les critères, ça dépend des cas, ça dépend de ce qui est demandé, etc. Et donc on peut choisir aussi des outils différents selon le besoin. Selon les compétences de l'équipe, selon l'effort de mise en œuvre qu'on veut mettre dans cette démarche environnementale, le niveau de détail et puis selon comment on veut communiquer ces résultats. Ça, c'est vraiment des questions à se poser en amont pour choisir les bons outils et du coup aller vraiment dans la bonne direction. Donc là, ici, vous avez un petit graphique qui vous permet de voir que voilà, en fonction du qualitatif, du quantitatif, de l'évaluation et de la préconisation, on a différentes choses. Donc vous voyez que l'ACV va se positionner ici, donc c'est à la fois quantitatif et puis ça permet une vraie évaluation. Si par exemple vous voulez seulement avoir un outil de créativité, enfin les outils de créativité par exemple vont seulement couvrir cette zone-là. Voilà, donc vous avez plusieurs choses. Les bases de données se trouvent ici. Voilà, donc ça permet un peu de situer le type d'outil selon vers quoi vous voulez aller. Je vais vous parler un peu plus de moi des méthodes que j'utilise tous les jours parce que c'est assez intéressant, je pense, d'avoir ce retour d'expérience-là et en tout cas les méthodes qu'on utilise au CETIM et qu'on a mis en place. Hop, c'est parti trop vite. Donc, premièrement, on a une méthodologie normée pour les produits de la mécanique qui est la norme NFEN 16524. Qui est une norme européenne et qui permet vraiment, alors c'est appliqué vraiment aux produits de la mécanique, mais ça peut être déroulé aussi sur d'autres typologies de produits, ça donne des idées en tout cas, qui est vraiment cette méthodologie normée qui reprend les étapes dont je vous parlais tout à l'heure et que je vais vous redétailler juste après. Et avec ça, on a un guide, donc un fascicule de données, FDE 01008,
qui est un fascicule de données environnementales qui a été créé par le CETIM, par une collègue avant moi, et qui a vraiment mis en place pour chaque typologie de matière, donc avec une sélection des matières les plus utilisées, des procédés les plus utilisés, etc., des fiches environnementales avec un impact indiqué pour chacun d'entre eux. Donc ça va vraiment nous permettre, enfin ça va être le support de nos analyses de cycle de vie simplifiées. Je détaillerai ça un petit peu plus. Et donc, on a comme outil un logiciel qui permet de mettre en œuvre l'éco-conception sur les produits au sein de l'entreprise. Donc, ce logiciel permet à la fois de suivre la norme, NFE NC 524, et utilise les données de ce fascicule environnemental. En tout cas, ça peut être une des bases de données qu'on utilise. Donc, la norme dont je vous parlais, en fait, elle provient d'abord une thèse qui a été développée avec les arts et métiers en 2003 avec une méthodologie qui s'appelait MyEco à l'époque, qui a donné lieu à une norme française, NFE 01005 en 2010, et qui est passée en norme européenne en novembre dernier. Et c'est ça. Et donc, il y a un outil que nous, on utilise tout le temps. Donc, cet outil-là, il permet, en tout cas, cette méthodologie, elle est pragmatique et elle est en 6 étapes. Donc, la première étape, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de manière un peu différente, c'est l'analyse stratégique de type SWOT. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dans EcoDesign Studio, en tout cas, tout centralisé au même endroit dans le logiciel et puis se poser les bonnes questions. Étape 1, connaître la situation actuelle. Donc, c'est ce que je vous disais, la CV du produit A, la CV simplifiée du produit A. Donc, on a soit la possibilité de le faire avec la CV simplifiée. On peut aussi réaliser des évaluations environnementales simplifiées avec un questionnaire, donc qui permet déjà de se poser les bonnes questions. Moi, je trouve que c'est un bon complément de faire les deux. Et donc, de noter notre produit selon 7 aspects environnementaux. Donc là, c'est si on ne passe pas par la CV simplifiée. On peut faire les deux, mais voilà. Ensuite, on va prioriser, imaginer d'abord, et prioriser les améliorations qui sont possibles pour ce produit. Donc là, on a des propositions de lignes directrices dans la norme et donc dans le logiciel. Et puis, on a un système de notation simple sur du technique, économique et du stratégique pour voir où se placent vos idées en fonction de ces critères-là et puis d'arriver du coup à les prioriser. Et ensuite, pour mettre en place ces idées que vous venez de prioriser, on va définir des indicateurs pour pouvoir mesurer les améliorations et du coup que ce soit vraiment un indicateur de suivi pour détecter son évolution entre le produit A et le produit B. Donc après, bien sûr, on reconçoit le produit et du coup, on mesure les améliorations obtenues. Donc en regardant ces indicateurs de suivi et éventuellement aussi en faisant l'analyse de cycle de vie simplifié du produit B. Et ensuite, on capitalise et on valorise les travaux accomplis en faisant le bilan de la démarche et en communiquant sur la base, par exemple, d'une autodéclaration pour dire, voilà, par exemple, mon indicateur de masse, je suis arrivée à réduire ma masse de tant de pourcents. Donc ça, c'est factuel. Donc, je peux vous détailler un peu plus ces étapes. Hop, je regarde où j'en suis au niveau du temps, c'est bon. Donc voilà, ce que je disais, c'est que la première étape, l'analyse stratégique, donc ça, on peut, en fait, ça nous permet, notamment dans le logiciel, mais en fait, si on suit cette norme, on n'est pas obligé d'utiliser le logiciel, on peut juste créer nos propres méthodes, etc. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'on peut faire dans le logiciel EcoDesign Studio. C'est le lien entre la demande client, le marché et les pistes d'éco-conception. Ça permet déjà de se poser les bonnes questions dès le départ pour voir un peu déjà tout ce qu'on a fait. Parce que souvent on fait de l'éco-conception mais on s'en rend pas compte. Voilà, pour savoir tout ce qu'on a fait, les règles réglementaires à laquelle on est soumis, etc. Faire un peu un tour d'horizon de tout ça. Ensuite, connaître la situation actuelle. Donc là, c'est ce que je vous disais, soit on peut faire une analyse de cycle de vie simplifiée, soit une évaluation environnementale simplifiée avec les 35 questions qui sont dans la norme. Donc là, ça parle vraiment, donc là, je vous ai remis la diapo sur l'analyse réglementaire, donc ça permet vraiment de faire un premier tour d'horizon. Et c'est ça que je voulais vous montrer un peu plus en détail. Donc, soit on fait l'évaluation environnementale simplifiée avec les 35 questions et ça nous donne un résultat de ce type. Suite au questionnaire environnemental, en fait, c'est des questions par lesquelles souvent on répond par oui ou non, du type est-ce que votre produit contient du plomb, est-ce que vous êtes soumis à telle réglementation, etc. Donc, c'est des questions assez simples. Donc, c'est vraiment une analyse simplifiée, mais ça permet déjà de voir les priorités.
Donc ça vous donne des résultats de ce type. Donc là, vous voyez, sur ce produit, c'est essentiellement la phase d'utilisation, la fin de vie et puis les substances dangereuses auxquelles il faut prêter attention. Mais donc, si vous voulez pousser l'analyse un peu plus loin, on fait une analyse de cycle de vie simplifiée. Dans ce cas, on va avoir ce genre de graphique. Donc là, avec les 6 indicateurs que nous, on a choisi de mettre dans le logiciel, qui sont souvent les plus parlants, enfin, notamment le changement climatique, l'épuisement des ressources, l'énergie primaire, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est que donc, quand on est dans le logiciel, on peut cliquer après sur ce résultat-là, et c'est ça qui est c'est ça qui est le plus intéressant. C'est donc pour les matières premières, si je clique ici, je vois que pour l'indicateur du changement climatique, j'ai le détail de la provenance des impacts environnementaux. Donc là, c'est dans le cadre d'un cas d'étude qu'on avait fait sur un grille-pain. Et là, ce qu'on voit, c'est que les matières premières, dans cet impact-là, ce qui est le plus impactant, c'est le circuit imprimé de commande. Donc ça veut dire que si on veut réduire au maximum nos impacts environnementaux, en tout cas, donc là, pour cet impact environnemental précis, il faut faire quelque chose sur le circuit imprimé de commande au niveau des matières premières. Je ne sais pas, imaginons qu'il y en a une qui contienne du plomb et puis qu'on peut changer avec une autre carte électronique qui n'en contient pas. Enfin, bon, ça, normalement, c'est la norme maintenant, mais voilà, c'est un exemple assez parlant. Et donc, bien sûr, on regarde ça sur tous les indicateurs d'impact, hein, pour pas dégrader le produit, pour être sûr que, parce que peut-être ce circuit imprimé de commande, il va être majoritaire ici, ici et là, et puis là, ça va être d'autres pièces. Donc, à ne pas oublier non plus. Et puis, on peut réaliser également une analyse multicritère qui nous permet de mettre en parallèle, en fait, à la fois l'énergie primaire, le coût et la masse. Donc là, l'énergie primaire, là, c'est parce que c'est l'indicateur, mais donc on peut le faire sur chacun de ces indicateurs-là. Et ça permet des fois de se rendre compte que, alors par exemple, hein, si on rentre les coûts dans le logiciel, il y a peut-être, ici notamment, c'est assez intéressant, ici on voit que l'impact est très important, l'impact environnemental, donc énergie primaire. Le coût est assez important, sa masse est toute faible. Donc on voit que lui, il a vraiment une masse toute faible, alors que son impact environnemental est extrême et que son coût est moyen. Donc peut-être que, là, ça peut être des idées qu'on pourrait avoir, c'est éventuellement soit d'en augmenter un peu la masse pour diminuer son impact. Ça pourrait être aussi d'en augmenter un peu le coût pour diminuer drastiquement les impacts. Voilà, ça permet d'avoir une vision un peu différente. Donc j'ai fait le tour des outils de l'étape 1. Donc l'étape 2, c'est imaginer et prioriser les améliorations possibles. Et donc ça, je peux vous montrer rapidement. Donc nous, dans nos méthodes, ce qu'on fait, c'est vraiment une session de brainstorming, de créativité pour faire émerger ces nouvelles idées une fois qu'on a fait l'analyse environnementale et que du coup, on a conscience de tous les impacts. Et puis, on hiérarchise ces pistes avec 3 critères, comme je vous disais, économique, stratégique, environnemental. Et ça nous donne des résultats de ce type. Donc là, je crois que c'était des critères, je l'avais fait rapidement, mais c'était pour vous montrer que voilà, on obtient ce genre de notation. Donc là, on va avoir du 24, du 12 et puis du 8. Et si c'est pertinent pour vous, voilà, vous allez pouvoir en tout cas prendre une décision en fonction de ces résultats-là, et donc peut-être de prioriser cette action-là qui va être d'améliorer l'isolation thermique, et peut-être de garder celle-là en stock, mais pas de la mettre en place tout de suite parce que des fois c'est difficile de tout mettre en place d'un coup. Et voilà, c'est voir quelle est l'action qui va être le plus intéressant pour vous, à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi soit le plus faisable, soit le plus important, etc. Donc ensuite, l'étape 3, c'est définir des indicateurs. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus parce que ça dépend vraiment des produits. Mais comme je vous disais, ça peut être une réduction de masse. Donc là, en fonction de l'étape qu'on prend en compte, on va en réduire sa masse et puis du coup, ça va être notre indicateur, hein, la masse de cette pièce particulière. Ça peut être aussi la consommation énergétique. Voilà, donc ça dépend vraiment du produit en question. Ensuite, on mesure les améliorations obtenues. Hein, donc on calcule les indicateurs de suivi après reconception. Donc là, toujours dans l'exemple de notre grille-pain, on a choisi par exemple de réduire la consommation d'énergie en phase d'utilisation et puis de remplacer les composants électroniques par des composants moins impactants. Donc on fait notre deuxième analyse de cycle de vie sur ce produit reconçu. Et puis, on va capitaliser et valoriser les travaux accomplis en faisant le bilan de la démarche. Donc, avec ce genre de graphe, comme je vous montrais. Donc là, si on dit qu'on a, dans le cadre de notre grille-pain, réduit
la consommation énergétique, donc on voit là une diminution, et puis réduit les matières impactantes de la carte électronique. Voilà, donc là c'est visible, et c'est des choses qu'on peut chiffrer et dire voilà, on a réduit de tant de pourcents notre impact dans tel domaine, etc. Donc je vous montrerai quelques exemples après. Hop, de communication. Et donc, pour faire le lien en fait avec vos étapes de processus de développement de produits, en fait, voilà, l'objectif c'est de vous montrer que vraiment cette démarche-là, elle est intégrable tout à fait dans votre processus classique de développement. Donc l'analyse stratégique vient en amont, puis après, lorsque de manière habituelle, normalement, on définit les spécifications de conception du produit, eh bien, dans le même temps, on va déterminer la notation de l'aspect environnemental du produit de référence, donc la CV simplifiée 1, ou l'analyse environnementale toute simple. Et puis voilà, là, on fait vraiment le lien entre les différentes étapes de la norme et puis ces étapes-là, donc de conception détaillée et ces prototypes. Et donc, ça permet vraiment de mettre en parallèle et de se dire, bah voilà, j'en suis là dans mon processus classique. Ah, il faudrait peut-être que je fasse l'évaluation, la reconception, en voyant mes indicateurs, etc. Hop. Je peux revenir, oui, quelques minutes sur la base de données environnementales. Donc, c'est la FDE 01008. Qui parle donc des impacts environnementaux, qui donne des indications sur les impacts environnementaux pour les procédés et les matériaux. Donc là, c'est un exemple donc, pour l'aluminium primaire en lingots. Voilà les impacts qu'on a sur ces différents indicateurs, donc changement climatique, etc. Vous voyez ici les unités. Et puis donc là, c'est en lingot, mais on va avoir par exemple des matériaux du type aluminium bar ou aluminium secondaire. Donc on a différents aciers, etc. avec une liste de matériaux assez conséquente, surtout applicable surtout au domaine de la mécanique. Mais voilà, c'est des choses que des fois, il faudrait... des fois, on a besoin de données supplémentaires ou alors on fait des approximations, etc. Donc c'est toujours... il faut toujours avoir conscience aussi des données qu'on rentre dans le logiciel pour avoir un œil critique sur ce qu'on rentre dedans et du coup sur nos hypothèses. Ce fascicule de données est disponible, donc bien sûr, c'est une documentation AFNOR et aussi on a un outil en ligne qui s'appelle Diadem qui est disponible. Alors, il faut que je vérifie que ça refonctionne, mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais vous voulez y avoir accès ou voir comment ça fonctionne, vous pouvez envoyer un mail au SQR, vous verrez l'adresse mail tout à l'heure. Et donc, vous pouvez y avoir accès si vous êtes cotisant ce type. Voilà. Et donc, ce logiciel EcoDesign Studio dont je vous ai parlé, il a été développé avec Altermaker, développeur de ce logiciel. Donc, il met en œuvre la NFEN 16524, un produit. Il permet de faire l'évaluation environnementale simplifiée. Il intègre cette base de données dont je viens juste de vous parler. Il peut aussi combiner analyse fonctionnelle et environnementale, ça c'est un module qui existe aussi. Et puis donc ça vous permet de piloter vos actions ISO 14001 pour la prise en compte de la perspective cycle de vie dans cette ISO-là, puisque ça va vous permettre de justifier en tout cas une partie de vos actions. Et pour terminer rapidement, j'aurai un petit peu de retard sur l'heure tout pile, mais on y sera presque. Je voulais vous montrer rapidement donc un projet pilote. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je fais concrètement quand je vais accompagner une entreprise à reconcevoir son produit? La première phase, ça va être une phase de formation, sensibilisation, pour qu'on parle tous le même langage, définir le contexte, marché, réglementaire, les outils, les méthodes. Donc c'est un peu ce que je vous ai fait ce matin, mais en version plus poussée. On détaille notamment la partie communication environnementale, etc. Voilà, et puis appliquer surtout à un produit. Hein. Ensuite, on fait un état des lieux, une analyse du produit de référence, en faisant à la fois l'analyse stratégique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc le lien avec la demande client, les marchés. Donc ça pourrait être attribution des lignes directrices de je sais pas, un client particulier qui veut que ce soit réduit en poids et en volume. Donc prendre en compte ces demandes-là. Ensuite, faire l'analyse environnementale. Et puis l'analyse multicritère. Si on a les données de coût, on peut faire ça et ça apporte toujours une vision différente. Lorsqu'on a fait donc cette première passe sur notre produit A, donc c'est là qu'on élabore un plan d'action. Donc comme je vous disais avec le brainstorming, la créativité. Ensuite la hiérarchisation des pistes d'action sur les 3 critères économiques, économique, stratégique, environnemental, donc une notation. Et puis on construit un tableau de bord avec l'indicateur de suivi. Donc si par exemple on veut réduire la masse du produit, voilà, on peut rentrer à chaque fois la masse du produit qui évolue et on voit que l'action est en cours et que l'objectif est atteint à 80%. Donc voilà, on peut mettre à jour ça assez régulièrement.
pour mesurer l'évolution de ces indicateurs. Donc ça permet aussi de faire le suivi de projet. Et ensuite, on compare les solutions et les concepts. Alors ça, c'est surtout dans le cadre de la reconception. On va avoir une petite partie dans l'outil ou alors simplement dans la FD, dans le fascicule de données environnementales. Vous pouvez, lors de la conception, justement comparer. Donc là, je ne sais plus, je crois que c'est du PEHD, du PEBD, non, BD ici, basse densité, haute densité ici, puis là du PET. Vous voyez, on compare les impacts environnementaux. Donc ça peut permettre à vos équipes de conception, notamment, d'avoir un critère de choix pour choisir entre tel ou tel matériau si elles ont les propriétés qui vont bien pour mettre en forme le produit. Voilà, et ensuite, donc, on fait le bilan de la démarche en valorisant ça. On mesure les gains obtenus, valorisation et communication. Donc là, c'est un exemple d'un client qu'on avait accompagné. Donc vous voyez, plus 10% de rendement, moins 18% du poids de la pompe et 5 opérations d'usinage supprimées. Donc l'objectif, c'est de vous accompagner aussi pour la communication environnementale. Et du coup, voilà, communiquer sur les bons points et ne pas faire de greenwashing. Et pour finir, je vais vous passer juste un ou deux exemples de produits industriels reconçus. Ça, c'est un produit assez récent, donc la société Printech, qui a été primée justement au lauréat au trophée de l'éco-innovation, donc j'ai accompagné en partie avec d'autres collègues. Donc eux, ils font des bornes des bornes vidéo mobiles pour répondre donc à des demandes. Et ils sont passés, donc leur produit A, c'était cette borne vidéo qui faisait 26 kg. Et puis ils sont arrivés tout au long de la phase de reconception à une borne vidéo de 7 kg qui a permis de réduire de 50 à 70% les matières premières, réduction de 70% du nombre de composants. Donc ça veut dire moins longtemps à monter, moins de demandes d'achat, etc. Donc vraiment un gros gain à ce niveau-là. Réduction de 60% de la masse du produit et son emballage, 59% de gains pour l'approvisionnement et 53% pour la distribution. Donc ça, c'est pour les différentes phases, hein, donc de transport notamment. Et puis 60% de taux de recyclabilité du produit. Ça, je vous en ai pas spécialement parlé, mais donc dans l'outil et surtout dans la norme aussi, on peut calculer, enfin en tout cas, on a des valeurs qui permettent de calculer le taux de recyclabilité du produit. Bon, selon les normes actuelles, mais qui par exemple mettent des critères comme alors je ne sais plus si c'est 95% ou 100% de tout ce qui est métallique qui est considéré recyclé à 100%. Je crois que c'est 0,3% de 3% je vais y arriver, des plastiques qui sont recyclés, etc. Donc ça donne des taux pour avoir une première idée en tout cas du taux de recyclabilité de votre produit, avant et après. Et donc voilà, donc là ce que je vous ai mis et que vous pourrez regarder de votre côté, c'est la vidéo et les fiches témoignages. Je vous encourage vivement à regarder spécialement celle-là, en tout cas parce que moi c'est celle que je connais le mieux, mais parce que leur vidéo est très bien faite, elle est assez courte et ça vous permet vraiment de voir de quelle manière vous pourriez communiquer sur vos produits reconçus. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder celle-là, elle est sur YouTube et disponible facilement. Et puis, je vais vous présenter rapidement un ou deux autres produits éco-conçus. Donc là, c'était pour la reconception d'une vanne. Vous voyez qu'on a jusqu'à moins 60% de réduction des impacts environnementaux, jusqu'à 40% de diminution du coût de revient, et pareil, 20% de diminution du nombre de composants. Et donc, ce que dit le directeur qualité de Guichon Valve, c'est que voilà, l'éco-conception a fait ses preuves du point de vue économique aussi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même intéressant. Au final, ils ont réduit le poids de 20%, amélioré les fonctionnalités du produit et ils ont pu baisser significativement son prix de revient. Donc, c'est un exemple assez parlant. Et puis là, voilà, on a Centralp, c'était pour de la reconception d'une console. Donc, ils ont augmenté la teneur en matière recyclée, réduit de 10 à 30% la masse des pièces mécaniques, optimisé le rendement, etc. Eux, voilà, ils ont vraiment vu que ça leur permettait d'avoir une offre plus compétitive. Mills, voilà, bon, c'est un autre exemple. Pareil, ils ont une grosse diminution. Donc, eux, c'était pour une pompe. Donc, vous voyez là la pompe reconçue. Et donc, gains environnementaux, moins 10% de la consommation d'énergie en fonctionnement, moins 33% du volume contenu dans la pompe, du volume d'huile contenu dans la pompe, moins 54% de l'encombrement de la pompe. Hein. Des fois, c'est une problématique assez
assez prenante, enfin que je retrouve dans plein d'endroits, c'est vraiment de réduire l'encombrement du produit, donc qui est quand même, alors qui est lié à la réduction de la masse aussi, mais voilà, qui sont quand même deux choses distinctes et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Ils ont eu des gains économiques puisque simplification du montage, et puis pour le client, ils ont amélioré le niveau de vide, amélioré la consommation d'énergie et puis le niveau de bruit. Donc voilà, c'est toutes des choses en tout cas que vous pouvez prendre en compte et puis communiquer si tant est que c'est des actions que vous avez mis en place et que vous êtes capable de mesurer. Voilà, les autres, je les passe, mais vous pourrez les retrouver dans la présentation. Et donc pour aller plus loin, donc on a 2 formations au catalogue CETIM qui concernent vraiment l'éco-conception. Donc la formation G10 qui permet de comprendre et mettre en place une démarche d'éco-conception qui se fait en 2 jours et qui est donc qui permet voilà, de voir un peu le global de tout ça. Une formation qui permet de vous aider à évaluer et communiquer la performance environnementale de vos produits. Et puis donc là, vous avez différents liens pour accéder à la Mécatech pour les cotisants, cette team qui permet de retrouver toutes les notes de veille et les résultats des actions collectives qu'on mène. La chaîne YouTube, c'est Team France, donc vous pouvez retrouver les différentes vidéos et puis vous pouvez vous retrouver aussi nos différentes solutions d'accompagnement si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc on a les différents liens vers notre communauté LinkedIn, l'accès à nos bases de données environnementales, donc ça c'est l'outil Diadème dont je vous parlais, les différents ouvrages auxquels vous pourriez avoir accès si ça vous intéresse, et puis voilà, là, les articles des techniques de l'ingénieur en lien avec la thématique. Je vous remercie de votre attention, et puis maintenant va venir le temps, je crois, des questions. Donc je suis tout oui. Alors, il me semble que... Je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite. J'en vois pas forcément dans le chat. Oui, pas... bonjour. Oui. Bonjour, Léna a eu un souci, du coup, je vais prendre le relais. Donc, on a effectivement pas mal de questions. Ok. Alors, première question, quels outils utilisez-vous dans le cadre d'une ACV simplifiée? Alors, nous, de notre côté, en tout cas au CETIM, on utilise donc le logiciel dont je vous parlais, EcoDesign Studio. Je peux remonter quelques slides avant. Hop. Qui permet donc de... Alors, hop. Voilà. Donc, qui permet vraiment voilà, de réaliser l'analyse de cycle de vie simplifiée. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous, on peut vous former sans souci. L'objectif, c'est de vous rendre autonome aussi dans cette démarche, hein, puisque une fois que vous avez le logiciel, après, voilà, on peut vous accompagner sur un produit, voire plus si besoin, mais l'objectif, c'est que vous puissiez le faire vous-même. Et cet outil-là, il permet vraiment de donc faire des premières analyses et en tout cas avoir des données chiffrées et aussi d'utiliser le fascicule de données environnementales, donc la FDE 01008 spécifique aux données de la mécanique. Je peux réafficher ici. Voilà. Je pense que voilà, si jamais vous avez des questions plus précises sur le logiciel, n'hésitez pas à me détailler encore plus vos questions. Alors, merci. Désolée, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais parce que j'ai eu un souci de connexion pile au moment où vous passez question-réponse. Donc voilà. Ça coupe un peu. Il y avait eu plusieurs questions sur les... Ah, je vais couper ma caméra. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, ça a l'air mieux. Ok. Ouais. Alors, on va faire comme ça. Donc, il y avait eu plusieurs questions sur les logiciels ACV. Donc, quelqu'un avait demandé aussi des exemples de logiciels ACV, mais je pense que vous en avez cité pendant la présentation. Et aussi, combien de temps prend une étude ACV simplifiée approximativement? Alors, approximativement, ça va dépendre du produit. Ça va dépendre aussi de votre école de données, hein. Souvent, c'est ça qui est le plus fastidieux, le plus long. C'est de récolter toutes les données dont on a besoin. Je dirais que
Si vous avez une nomenclature qui est déjà figée, hein, normalement c'est le cas, mais des fois on n'a pas toutes les infos au même endroit, donc avec les noms des matières, les masses correspondantes, les procédés correspondants. Donc déjà ça facilite beaucoup les choses, mais ça peut aller entre à quelques jours si vous avez toutes les infos sous la main, juste pour la CV simplifiée. Sinon, nous, les accompagnements qu'on propose, ça peut aller de 6 mois, mais 6 mois, c'est un peu short. Ça dépend où vous en êtes dans vos étapes de conception. Mais si on prend le projet dès le début, ça va être 9 à 12 mois généralement, quelque chose comme ça. Mais sinon, une ACV toute simple, voilà, ça peut être rapide si tant est que vous ayez tous les éléments. Mais c'est ça qui est un peu des fois un peu compliqué. Ok, merci. Il y avait une question suivante. Est-ce que nous connaissons la répartition en France des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre pour pouvoir agir efficacement sur les secteurs les plus polluants? On les connaît. Moi, là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse très précise, mais on sait que l'industrie, l'automobile, c'est des choses qui polluent, qui polluent de manière globale, qui ont des impacts importants. Je pense que vous pouvez retrouver ces études-là assez facilement. Je pourrais essayer de vous trouver des liens et vous les rajouter dans les diapos avant de vous les transmettre si vous le souhaitez. Mais là, j'ai pas de données particulières, mais en tout cas, je sais qu'on les connaît. Et du coup, l'objectif, voilà, c'est aussi à la fois d'un point de vue global, national ou européen ou même mondial, de se focaliser sur ces choses-là. Mais du coup, si par exemple on dit, bon, en ce moment c'est l'impact carbone, un bilan carbone, on entend ça un peu partout. Votre impact carbone, donc on voit que d'une manière globale, il est impactant, hein, forcément ça joue sur l'effet de serre, etc. Ça va ressortir d'autant plus dans vos ACV, puisque ces critères-là sont déterminés en fonction aussi de ce qui se passe, etc. Donc c'est des choses qui ressortiront probablement d'autant plus dans vos produits. Donc si vous voulez vraiment agir à l'échelle de vos produits, tous les indicateurs qu'on a là, hein, toutes les données qu'on a ici reflètent aussi le monde. Donc ça sera automatiquement pris en compte aussi. D'accord, merci. Alors une autre question, comment on arrive à gérer l'appel d'air que l'on fait lorsque l'on switch d'une ressource pétrolière à une ressource renouvelable? Et la personne précise épuisement de la ressource sur le marché, augmentation des prix, etc. Comment dire? En fait, on va pouvoir le faire parce qu'il donc déjà il y a des indicateurs qui existent en plus de ceux que nous on a déterminés ici, qui vont être peut-être plus focalisés sur votre problématique en particulier. Et pour arriver à justement mesurer le switch, comme vous dites, forcément c'est assez complexe parce que vu que ces indicateurs n'ont pas la même unité, on ne peut pas les comparer directement les uns avec les autres. Mais pour moi, ce qui est ce qui me semble en tout cas actuellement le plus parlant et le plus pertinent aussi, c'est vraiment de faire cette comparaison entre le produit A, le produit B, puisque là, vous allez faire en sorte de faire les mêmes types d'hypothèses. Donc, par exemple, pour la phase d'utilisation, vous déterminez un cadre en disant, je ne sais pas, dans le cadre, je sais pas, de notre grille-pain, utilisation une fois par semaine, je ne sais pas, pendant 10 ans. Et pour comparer donc la consommation énergétique du produit A et du produit B, on va rester sur cette même durée. Donc du coup, même si vos hypothèses, elles peuvent être un peu, des fois, qui peuvent vous paraître bancales, etc., l'objectif, c'est vraiment de voir le gain de l'un à l'autre. Donc là, déjà, ça vous permet de mettre ça en avant et vous de pondérer et puis surtout de vous rendre vraiment compte de ce fameux switch et du coup de prendre la décision en connaissance de cause. J'espère que j'ai répondu entièrement à la question. Si ce n'est pas le cas, la personne peut demander une précision, sinon je pense que ça ira. Une autre question, en dehors de l'Europe, quelles sont les réglementations et normes? En dehors de l'Europe, alors, c'est toutes celles qui vont concerner... Alors, je vais retourner sur ma slide. Donc là, c'est là, c'est notamment des normes françaises et européennes. Après, en fait, les normes globales, je ne vais pas forcément pouvoir vous en citer en particulier. Mais on a celle de l'ACV, hein, de l'analyse de cycle de vie, donc la 14040 et 14044. Mais on a tout ce qui est justement l'European Green Deal ou les choses comme ça qui vont vraiment définir des directions. Je ne vais pas arriver à le retrouver. Hop. C'est qu'il y en a un paquet. Voilà, donc ça va plus être des lignes directrices, donc notamment vraiment avec l'ONU, des lignes directrices qui vous donnent des
des conseils sur voilà, comment mettre en place des actions, quels sont les secteurs les plus importants et impactants. Et puis dans ce cas, après, voilà, là, nos pays se sont engagés par rapport à ça. Donc du coup, après, c'est vraiment à la fois l'UE qui met en place des normes et des choses pour répondre à ce qu'ils ont signé, par exemple, avec l'ONU. Et puis, la France, elle aussi, va mettre en place des choses pour répondre à ce que l'UE aura défini. Donc, vous voyez, c'est un peu en entonnoir, mais c'est de là, en fait, que sortent nos réglementations françaises. C'est que, voilà, il y a tout un travail d'échelon, d'échelle à passer pour répondre au global à toutes ces problématiques-là. Ok, merci. Il y a 2 questions sur Ecodesign Studio et la BDD. Alors la première, la BDD de Ecodesign Studio est-elle facile à mettre à jour avec nos propres données? Et quelqu'un demandait quels sont les tarifs licence pour Ecodesign Studio et est-il fourni avec une BDD? Oui, alors, donc pour répondre d'abord à la première question, qui était, est-ce que vous pouvez me redonner la toute première? La BDD de Ecodesign Studio est-elle facile à mettre à jour avec nos propres données? Donc en fait, donc voilà, on a cette base qui est donc la base de données, la FDE 01, 07, 08. En fait, dans le logiciel Ecodesign Studio, on peut utiliser 3 bases de données différentes. Donc celle-là dont je viens de vous parler, la base impact de l'ADEME, et puis sous condition, en fait, ça vous demande d'avoir une licence supplémentaire, mais juste dédiée à ça, pour la base de données EcoInvent, qui est notamment utilisée dans le logiciel CIMAPRO. Donc on peut avoir accès à ça directement via Ecodesign Studio, donc moyennant finances supplémentaires. Mais donc, vous pouvez aussi, donc à partir de ces bases de données-là, on ne peut pas les modifier spécifiquement, mais en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous créez votre propre base de données en fonction de vous, ce que vous pourriez récolter. Donc, si, imaginons que vous ayez, donc qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Bon, on reprend l'exemple du grille-pain. Imaginons que vous ayez réalisé l'ACV ou que votre fabricant de cartes électroniques ait réalisé l'ACV, lui, de son côté, vraiment que de la carte électronique. Il va vous transférer ces données. Donc, vous avez les données, son impact CO2, etc., de votre carte électronique vraiment spécifique. Ce qui n'arrive pas souvent, mais si ça arrive, c'est vraiment génial et il faut le valoriser. Donc, si vous avez ces données-là, on peut tout à fait vous créer une donnée particulière dans votre licence à vous, qui sera carte électronique société X. Et donc là, vous allez pouvoir rentrer les valeurs qui vous ont été fournies, tant que ce soit les mêmes indicateurs que la base en question, et puis du coup les intégrer directement à votre base. Donc vous pouvez complètement vous créer votre propre base de données, soit en l'utilisant en complément de la base FD, soit en vous créant une base de données à vous tout seul, et puis du coup la réutiliser. Donc ça, c'était pour votre première question. Je crois que la deuxième, c'était concernant le coût du logiciel, c'est ça? Les tarifs licence pour Ecodesign Studio et est-ce qu'il était fourni avec une BDD? Oui, donc ce qui est fourni, enfin en fait dans le logiciel, voilà, comme je vous disais, vous avez ces 3 bases de données là, et donc les tarifs, donc ça dépend. Donc si vous voulez juste la base de données FDE 01008 et puis la base impact, alors je peux pas vous donner un prix, un prix fixe parce que ça dépend des options que vous voudriez prendre, mais je pense qu'on pourrait fournir à ceux qui le veulent les tarifications vraiment du logiciel, mais ça peut aller pour une licence annuelle de 900 € à 2000 €, ça dépend du package que vous prenez. Et après, voilà, il y a un coût en plus pour avoir accès à EcoInvent parce que c'est vraiment une base de données particulière, donc nous on peut faire la passerelle entre les deux, mais voilà, c'est un coût encore supplémentaire. Mais surtout, n'hésitez pas à contacter le SQR. Donc il y a le lien à la fin de notre présentation. Et si vous avez besoin de tarification, etc., je vous les donnerai sans problème. Merci. Alors, il y avait plusieurs questions encore sur les ACV. Quelqu'un demande si mon client me demande le bilan carbone du composant que je produis et que je vends, est-ce que le résultat d'une ACV simplifiée est suffisant ou est-ce qu'il faut faire un bilan carbone avec une personne accréditée? Alors, je ne suis pas spécialiste du bilan carbone, mais il me semble que pour utiliser la plateforme bilan carbone de l'ADEME, il faut être formé et du coup, il faut utiliser ce logiciel particulier.
Disons que ça va dépendre de la demande de votre client parce que vous pourriez faire un bilan carbone avec EDS, c'est-à-dire en prenant en compte que les impacts CO2 et puis du coup voir où vous vous situez. Mais il vaut mieux en amont demander à au demandeur de ce bilan carbone si c'est des résultats suffisants ou s'il veut vraiment un bilan carbone selon vraiment les règles particulières qui définissent le bilan carbone. Donc dans ce cas-là, utiliser un logiciel particulier. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous pourriez obtenir un résultat avec EDS. Donc, vous pourriez tout à fait avoir le bilan carbone. Enfin, bien sûr, ça dépend de ce que vous rentrez dans le logiciel, mais si vous rentrez des consommations électriques, etc., juste par exemple pour votre phase d'utilisation, vous auriez un bilan carbone. Mais est-ce qu'il va correspondre à celui que vous demande la personne? Ça, c'est vraiment avec elle qu'il faut voir et lui proposer éventuellement, hein, être moteur, lui dire, bah voilà, moi j'utilise ce logiciel, est-ce que vous, ça vous suffirait, etc. Voilà. Merci. Donc, une autre question sur les ACV. Comment identifiez-vous les critères d'une ACV complète ou simplifiée? Alors, les critères, je suppose qu'on parle ici des critères environnementaux. Je pense qu'on parle des impacts environnementaux. En fait, on les identifie. Alors, il en existe plusieurs. Quand on fait une ACV complète sous CIMAPRO, par exemple, vous allez avoir plein d'impacts environnementaux différents, possibles et imaginables. Nous, dans le logiciel, on a choisi d'en mettre 6. Parce que bon, sinon on peut vite se perdre aussi, hein. Le but c'est faire du simplifié et d'être capable de lire les résultats quand même facilement, etc. On a choisi bien sûr donc celui sur le changement climatique. Disons que c'est le moins controversé parce que celui-là, tout le monde est à peu près d'accord sur comment on le mesure, etc. Après, les autres données, elles sont quand même plutôt, enfin, elles sont fiables, hein. Elles sont fiables, mais donc en fait, ce qui se cache un peu derrière tous ces indicateurs, c'est un peu plus, je vais vous détailler ça un petit peu plus. En fait, on va aller chercher donc pour chaque matériau. Donc, imaginons, voilà, dans mon grille-pain, à tel endroit, j'ai une vis qui est faite en acier, en inox, on va dire. Donc cette vis en inox, elle va avoir elle-même donc son poids d'un point de vue des matières premières. Donc on va aller chercher dans le logiciel les matières premières inox, puis la fabrication, etc. Et en fait, si vous voulez, on va avoir donc le poids de la matière, enfin le poids, l'impact environnemental de la matière selon tous ces indicateurs-là. Et ça va être calculé selon des méthodes de calcul différentes. Donc il existe aussi plusieurs méthodes de calcul. Donc ça, c'est nous, dans notre logiciel, en fait, on a défini des méthodes de calcul qu'on utilise, et puis on utilise toujours les mêmes. Mais du coup, ça dépend, enfin, dans certains logiciels, selon que vous utilisez telle ou telle méthode de calcul, vous allez avoir des résultats soit un petit peu différents, soit des fois différents. Donc c'est très important, quand vous poussez un peu la CV, etc., de regarder aussi ces méthodes de calcul, de vérifier qu'on peut calculer les mêmes choses avec, en tout cas d'être sûr de la compatibilité des données entre elles pour faire des comparaisons de choses comparables. Parce que ça peut être, c'est un gros attention, moi, que je peux vous donner sur la CV, c'est être toujours conscient de toutes les approximations et les hypothèses que vous faites et des bases de données que vous utilisez et des méthodes de calcul qui sont utilisées dans vos bases de données. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est comme ça qu'on choisit les indicateurs. Donc après, vous allez avoir un panel d'indicateurs disponibles, bon, pas dans le logiciel, mais bientôt, ça sera peut-être le cas. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas sûre de l'évolution de ça. Mais voilà comment on peut les définir et surtout, vous pourriez les choisir, par exemple, comme tout à l'heure avec l'exemple que je vous donnais de la fibre de verre vs la fibre de chanvre. Vous voyez que là, c'est intéressant de choisir l'impact, que là, on n'a pas, par exemple, mais d'occupation des sols. Parce que si on ne le sélectionne pas, bah forcément, on n'aura pas la vue dessus. Donc, pour certains domaines particuliers, attention à quels indicateurs vous choisissez. Mais en tout cas, oui, il faut y apporter une attention particulière pour être sûr de ne pas omettre des éléments. Et après ça, généralement, il vaut mieux faire appel à des experts ACV, en tout cas pour être sûr de comptabiliser les choses, parce que eux vont avoir l'habitude en disant, bah là, peut-être qu'il y a un transfert d'impact ici, donc il faudrait prendre en compte tel ou tel critère en plus. J'espère que c'était assez clair. Merci. Donc, il y avait encore une question sur l'ACV. L'ACV permet de comparer un produit A à un produit B, ou peut-on mettre d'autres produits en comparaison?
On peut mettre d'autres produits en comparaison. En fait, on peut comparer tout ce qu'on veut. Vous allez souvent retrouver dans des ACV des diagrammes radar. Je ne sais pas trop si ça vous parle, mais ça fait un peu toile d'araignée. Donc ça peut être, disons, un polygone à 5 côtés si jamais vous avez 5 indicateurs. Donc vous allez avoir votre produit A qui est sur tout le bord, et puis votre produit B peut-être qui va être un peu plus petit. En tout cas, on va réduire les impacts. Et donc sur ces graphiques-là, vous pouvez en mettre plusieurs en fait. Comme on va le faire pour ce type de graphique ici. Donc là, on pourrait imaginer que j'en ai un 3e, 4e, 5e. Dans l'outil EDS, on peut en comparer jusqu'à 6. Ce qui nous permet, voilà, si jamais vous avez plusieurs solutions en disant mon produit A choisit des fibres recyclées, mon produit B choisit plutôt de diminuer l'utilisation, ou alors, voilà, si vous avez plusieurs choix différents de plastique par exemple. Donc vous allez pouvoir les comparer les uns avec les autres, voilà, jusqu'à 6, donc sans problème dans le logiciel, et puis éventuellement même plus. La seule mise en garde, c'est toujours comparer du comparable, et donc c'est là qu'il est important en amont de définir vraiment l'unité fonctionnelle du produit, c'est-à-dire déterminer bien son cadre d'utilisation et définir vraiment un périmètre pour être sûr de rester dans ce périmètre et de bien comparer les choses. Si par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc toujours le grille-pain. Si on dit que notre grille-pain, il est utilisé pendant 10 ans, et que là, on crée un nouveau grille-pain qui a beaucoup moins d'impact, qui est plus léger, tout ça, mais du coup moins solide, moins résistant, et du coup, sa durée de vie, elle devient 5 ans. Mais quand on va faire la CV, on prendra garde à notre produit A ici, donc il sera à 100% pour 10 ans. Mais du coup, pour être sur la même durée de vie et le même périmètre, plutôt que de compter un grille-pain ici, on va en compter 2. Puisque dans l'échelle de 10 ans, il faudra 2 grille-pains. Donc voilà, pour la comparaison, en tout cas, il faut vraiment faire attention au périmètre. Et puis, du coup, tant que ça rentre dans le périmètre, vous pouvez comparer tous les produits que vous voulez, si tant est que vous ayez les données qui vont bien pour calculer leur impact. Merci. Une question suivante. Existe-t-il des logiciels d'éco-conception autres que EDS? Par exemple, je connais le logiciel ATEP qui suit aussi la norme ENC 524. Quels sont leurs avantages et inconvénients comparés et leurs coûts? Alors, le logiciel ATEP, c'est en fait l'ancêtre de EDS. Maintenant, il n'existe plus. Moi, j'étais pas là quand il existait encore, donc je le connais pas très très bien, mais je sais qu'en tout cas, c'était les prémices d'Eco-Design Studio, et donc maintenant, ça reprend vraiment les mêmes choses. Je peux pas vous faire de comparaison en fait, parce que c'est vraiment l'évolution de ce logiciel-là. Après, je sais qu'il existe d'autres logiciels comme Bilan Produit de l'ADEME. Donc selon votre typologie de produit, ça pourrait correspondre, et ça, il me semble que c'est gratuit. Il existe d'autres logiciels d'ACV simplifiés, notamment, je crois, je crois que le logiciel Gabi, donc ça, c'est un peu c'est un logiciel d'ACV global, comme CIMAPRO, mais en plus, il me semble qu'ils ont un module d'ACV simplifié que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que EDS a été créé aussi pour que justement ce soit accessible à tout le monde, et notamment aux PME. Et il y a aussi un mode d'utilisation, je crois qu'on peut payer presque, alors ça dépend du type de licence que vous prenez, mais vous pourriez même payer soit au jour, soit au mois, il y a des choses comme ça. Donc vous pouvez déjà faire un test avec une licence gratuite, je crois, pendant un essai pendant un mois. Alors vous n'auriez pas forcément toutes les fonctionnalités, mais ça vous permet déjà de voir. Et puis après, vous pouvez soit aller plus loin ou pas, mais ça reste un des logiciels les plus accessibles, du coup qui n'est pas gratuit parce qu'on a la base impact de l'ADEME, mais du coup pour avoir accès à la FDE 01008, c'est le seul. Et donc sinon, il y a l'outil Diadem qui, si vous êtes cotisant du CETIM, est accessible pour vous, qui lui va juste vous donner accès à la base de données FDE 01008, mais du coup qui peut vous permettre de déjà faire des premiers choix en disant, voilà, là j'ai ma fiche qui correspond à l'aluminium primaire, je sais que j'en utilise tant, j'ai la fiche qui correspond à l'aluminium secondaire, je fais une comparaison, vous faites un petit calcul très rapide, et puis voilà, parce qu'à chaque fois c'est pour 1 kilo de matière. Vous pouvez déjà avoir des premiers résultats comme ça.
Merci. Alors, je pense que vous avez un peu répondu à la question suivante, mais je la pose quand même au cas où il y aurait des compléments à apporter. Pour aborder l'éco-conception avec une PME, quel outil recommandez-vous? Bon, oui. Alors, une PME dans le domaine de la mécanique, je recommande vraiment EcoDesign Studio. Alors, je le recommande vraiment parce que d'une, ça permet déjà de mettre un premier pied dans l'éco-conception et cet outil en facilite la compréhension. Je trouve en tout cas de mon point de vue vraiment, c'est-à-dire que lorsque je donne moi des formations éco-conception sur 2 jours, on va utiliser l'outil. Bon, bien sûr, s'il vous intéresse, je vous encourage à l'utiliser parce que c'est pour ça qu'il a été créé. Mais en plus de ça, même si c'est pas un objectif pour vous d'utiliser l'outil, ça vous permet vraiment de comprendre ce qu'est la CV, qu'est-ce qu'on rentre dedans, puisqu'on fait des exercices pour voilà, remplir la nomenclature, enfin toutes les choses que vous auriez besoin de manipuler. Et ça permet vraiment de comprendre les problématiques en profondeur en se disant, voilà, il faut que j'aille chercher tel renseignement sur tel matériau, que j'ai telle valeur. Si je l'ai pas, je peux pas forcément faire mon bilan, etc. Donc pour moi, oui, je recommande vraiment cet outil, en tout cas si la base de données correspond à vos produits. Si par exemple vous êtes dans le domaine de l'agriculture ou je sais pas, hein, qu'on parle de kilos de tomates ou autre chose comme ça risque d'être plus complexe, mais en tout cas dans la mécanique, donc c'est-à-dire que nous on a pas mal dans la base de données de données métalliques. On a aluminium, acier, enfin on a plusieurs nuances bien sûr. On va avoir quelques produits plastiques aussi, un petit peu de composite. Au niveau des procédés, on va avoir les procédés assez généraux d'usinage, tout ça, de mise en œuvre des produits mécaniciens. Donc voilà, si tant est que la base de données vous corresponde bien, donc il y a aussi la base ADEME, hein. Dans ce cas, voilà, c'est vraiment EDS que je conseille, en tout cas pour mettre un premier pas dedans, et surtout pour vous rendre compte de à quel point c'est suffisant pour vous ou pas. J'ai accompagné des entreprises, je les ai formées à ça, je les ai formées à l'outil et ensemble, on s'est rendu compte qu'en effet, la base FD, elle n'était pas suffisante pour eux, mais du coup, on a fait des essais aussi avec la base EcoInvent dont je vous parlais, qui était plus pertinente pour eux et du coup, voilà, après, eux, ils ont utilisé EDS avec ce logiciel-là, avec cette base de données-là. Donc, disons que c'est un premier pas pour faire un bilan global, pour se rendre compte de ce que vous avez besoin, ce que vous voulez mettre en place dans l'entreprise, faire un tour d'horizon et après se lancer dans les outils qui vous correspondent le plus. Merci. Alors, on est arrivé à la fin du temps qu'on avait donné. Je vais juste donner une dernière question, mais il y en avait beaucoup d'autres. Alors, pour ceux à qui on n'a pas pu répondre, je vous invite à les envoyer à sqr@setting.fr si vous voulez avoir une réponse. Les questions seront dispatchées auprès des personnes au setting qui sont les plus pertinentes pour répondre. Et donc, vous aurez une réponse à vos questions. Donc, la dernière question que je vais donner à l'oral, à qui faut-il s'adresser pour demander un devis pour un accompagnement par le setting pour la partie éco-conception? Dans la conception d'un nouveau produit. Comment? C'est précisé dans la conception d'un nouveau produit. Oui, et du coup, donc, vous pouvez contacter le SQR et ce sera moi directement qui vous fera un devis, très probablement. Voilà. Donc, Ok, c'est très une bien. compte. Merci à tous pour vos questions. Donc, désolée pour ceux qui n'ont pas eu de réponse. N'hésitez pas à vraiment envoyer vos questions. Le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur la possibilité d'avoir les diapositives ou pas. Donc, vous pouvez regarder le replay pour avoir cette fin de diapo, mais pour les liens, etc., c'est sûr que c'est peut-être mieux d'avoir le PowerPoint. Pour ça, il faut vous rapprocher du setting. Voilà. Je pense pas qu'il n'y a pas d'envoi automatique sur les adresses mail qui se sont enregistrées. Donc, faut le demander. Okay. Je pense, hein, sinon, le setting... en tout cas, moi, je pourrais vous le transférer si besoin. Voilà. N'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre... Au revoir. Au revoir, merci.